Bonjour à tous. La période de la Révolution à l'Empire a permis à un homme de s'illustrer particulièrement et de marquer les livres d'histoire à jamais, Napoléon Bonaparte. Connu pour son génie militaire, c'est son génie politique qui lui permettra d'établir un empire stable et puissant. Et pour cela, l'un de ses chevals de bataille était l'art. Nous allons donc voir l'importance de l'art aux yeux de Napoléon et comment il s'en est servi pour construire l'un des plus grands empires de l'histoire. Remettons un peu le sujet dans son contexte. Lorsque Napoléon devient empereur de France, celle-ci sort des troubles et de l'instabilité hérités de la Révolution française. Tout a donc été remis en question, et l'ordre national n'est pas vraiment rétabli depuis. La première volonté de l'empereur est donc de créer une nation à nouveau unifiée. Il doit donc réussir à obtenir les faveurs de l'opinion publique. Pour cela, il va décider d'avoir la main mise sur le plus grand média de cette époque, l'art, pour l'utiliser comme sa communication personnelle. Napoléon va alors mettre en place un système strict régi par l'État. Il réinstitutionnalise tous les domaines scientifiques et artistiques. Et dans les arts, cette mesure va être d'une grande importance. C'est sous sa gouvernance que l'école des beaux-arts va être créée. Cette école fait alors partie d'un groupe plus important, l'Institut de France. L'Institut est une organisation formée après la Révolution, afin de remplacer les académies, supprimées pour cause d'aristocratie. Les révolutionnaires, qui avaient tout de même conscience qu'il leur fallait des savants, créèrent cet institut national, chargé de recueillir les découvertes et de perfectionner les arts et les sciences. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'importance et l'influence politique de cette organisation. Elle équivaut à un parlement du monde savant. À l'époque, l'Institut comptait un nombre assez impressionnant de savants. Dans la première classe, celle des sciences, on pouvait en compter une trentaine, répartis dans plusieurs spécialités. Dans la seconde classe, celle des sciences morales et politiques, on en comptait une dizaine. Et dans la troisième, intitulée Littérature et Beaux-Arts, on en comptait une dizaine également. Bonaparte, alors général, siégeait à partir du 25 décembre 1797 dans la première classe à la section mécanique. L'Institut aura pour lui une place très importante dans le rayonnement mondial de la France. Dans sa lettre de remerciement pour sa prise de fonction, il dira d'ailleurs: la vraie puissance de la République française doit consister désormais à ne pas permettre qu'il existe une idée nouvelle qu'elle ne lui appartienne. Lorsque Napoléon deviendra consul, les philosophes qui composent la section des sciences morales et politiques, fortement inspirés des idées des Lumières, commencèrent à remettre en question ses ambitions politiques. Pour remédier à ce problème, Napoléon réorganisa l'Institut en 1803. Les membres se répartissent alors en 4 classes: sciences physiques et mathématiques, langue et littérature française, histoire et littérature ancienne, et pour finir, beaux-arts. C'est ainsi que disparut la classe des sciences morales et politiques. Après son couronnement en tant qu'empereur, cette formation ne changea pas. Cette refonte était les prémices d'un retour aux académies. En effet, comme je le disais précédemment, l'école des beaux-arts vint remplacer des ateliers privés d'artistes et permit par sa situation d'école publique de rassembler l'enseignement artistique. Le salon, événement annuel réunissant un grand nombre d'artistes à Paris, devint lui aussi un événement public. C'est d'ailleurs au cours du salon de 1808 que Napoléon remit la Légion d'honneur, toujours dans l'idée bonapartiste d'honorer l'élite compétente, à des artistes dont les ouvrages auront mérité l'estime de leurs concurrents et du public. Une légende raconte même que, lors de ce même salon, Napoléon aurait donné sa propre croix de la Légion d'honneur à Gros, car il manquait une médaille. C'est aussi sous Napoléon que se développent grandement les musées. Bonaparte, pour tout ce qui touchait à l'art, s'était armé de ce qu'on pourrait nommer un ministre de la culture et des arts, en la personne de Vivant Denon. Il la nomma responsable du musée Napoléon, aujourd'hui le musée du Louvre. C'est de cette collaboration que naquit l'art impérial. Bien que l'empereur n'ait pas une culture forte dans le domaine des arts, il savait en revanche exactement ce qu'il voulait que l'art représente. La France des Lumières était une conquérante. Elle était durant cette période en guerre contre plusieurs pays. De nombreuses œuvres furent alors commandées pour représenter les victoires, les batailles, et certains peintres suivirent même Napoléon dans ses campagnes pour pouvoir faire des croquis sur place. Un véritable esthétisme de la guerre va alors se développer. Un des tableaux s'inscrivant dans cet esthétisme est Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard. Ce portrait équestre, peint par Jacques-Louis David entre 1800 et 1803, représente Napoléon, alors consul de France, à cheval, fier et en grande tenue, s'apprêtant à franchir le Grand Saint-Bernard, scène marquant le début de la seconde campagne d'Italie.
Ce tableau représente à lui seul l'esthétisme de la guerre dont je parlais précédemment. On ne lit sur le visage de Bonaparte que de la dureté et de la détermination. Son cheval semble nous regarder, cabré dans une attitude gracieuse. La cape et les cheveux de Napoléon, la crinière et la queue du cheval, tout flotte au vent avec délicatesse, rendant une allure fière et imposante au tableau. Derrière la figure du général et de son cheval, on distingue des soldats et le haut des roues d'un canon. Au pied du cheval, en bas du tableau, se trouvent 2 pierres gravées, l'une avec le nom de Bonaparte, l'autre avec le nom d'Hannibal. On voit donc plusieurs faits importants de l'esthétisme que Napoléon souhaite imposer dans sa propagande guerrière. Tout d'abord, bien qu'il soit la figure centrale du tableau, on voit qu'il n'en oublie pas pour autant son armée, toujours présente dans ce genre de tableau. Ensuite, on voit une très grande importance de la filiation antique avec la gravure au nom d'Hannibal au bas du tableau. Sous-entendu, Napoléon marche dans les pas des plus grands. C'est une exaltation de la guerre, de l'armée française et de lui-même, qui a pour but de les glorifier auprès du peuple français. Pour lui, l'estime de la guerre devait représenter la grandeur de la nation, l'héroïsme de ses combattants et les victoires qu'elle récoltèrent. Dans le tableau de Antoine Jangreau, Napoléon sur le champ de bataille d'Eylau, on voit que Napoléon souhaitait, par cette commande, représenter sa compassion, sa grandeur d'esprit. En effet, ce tableau représente le chef d'État en train de réconforter les victimes. Il est représenté en tant que grand général, s'inquiétant pour ses troupes. Il se retranscrit aussi au travers de ce tableau la nécessité d'avoir des soldats et l'indispensabilité de ces troupes dans la gloire militaire. La gloire militaire avait une très grande importance dans ces représentations. Le public, en voyant les œuvres qui représentaient les batailles, devait être impressionné et ébahi. La mission pour les artistes n'était pas seulement de rendre compte des combats, mais aussi de les rendre héroïques, époustouflants, dangereux et beaux. Dans un grand nombre d'œuvres, la beauté nous transcende. La gloire militaire, ce n'est pas seulement gagner des batailles, c'est surtout que la population soutienne les guerres menées par Bonaparte. Elle devait être fière de la nation qu'elle représentait. L'Antiquité, comme nous avons pu le voir avec la référence au général carthaginois Hannibal, a une place importante dans le cœur de Napoléon. C'était une période savante, guerrière, et qui a vu l'apogée de grandes nations et de grands hommes. Il en emprunta de nombreux symboles, comme l'aigle impérial et les lauriers. Mais de l'Antiquité, il refuse pourtant un aspect, au grand regret de son compère vivant de nom, la nudité. En effet, point de musculature saillante et de statue vénérant le corps divin de notre empereur. Conscient que cela servirait bien plus à le ridiculiser qu'à le grandir, il interdit qu'on le représente de la sorte. Mais Napoléon n'était pas seulement ce chef de guerre, ce général produisant de la propagande pour avoir avec lui le soutien de son peuple. Napoléon était aussi sensible et amoureux, ce qui faisait de lui un personnage attachant et attendrissant pour son peuple.